Salut, j'espère que tu vas bien. Alors c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne parce que j'ai eu mes examens du semestre 2 et ensuite j'ai dû commencer le stage. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire un deuxième retour d'expérience par rapport au master MBFA de l'Université Lyon 2. Pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo concernant la description du master et tout le contexte en lui-même. J'ai fait un premier retour d'expérience après mes examens du semestre 1. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo justement pour faire un retour par rapport aux résultats, parce que j'ai eu mes résultats du semestre 1, j'ai même eu mon classement. Et en plus de ça, j'ai pu passer des examens du deuxième semestre, donc je vais pouvoir vous donner, on va dire, un avis assez global du master 1. Je vais un peu parler du master 2 que j'ai choisi et des différentes modalités, et par rapport à la suite du M2. Alors en réalité, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, concernant ce master, c'est une année assez particulière pour moi parce que j'habite à Lyon, donc j'ai mes charges. J'ai dû prendre 2 jobs étudiants et j'avais entre 8 heures et on va dire 17 heures de travail par semaine à côté de mes 22 heures de cours. Donc ça a été assez, on va dire, assez complexe de réussir à trouver une sorte de coordination pour maximiser toutes mes chances de réussir tout simplement ce master. On avait déjà dit qu'il y avait pas mal de taux d'échec qui tournaient plus autour de 50-60%. Cette année, pour mettre dans le contexte, en fait, on a une belle promotion, donc on a seulement fait 30% d'échecs au semestre 1, donc il y a seulement 30% de la promotion, on est environ 100. 30 personnes iront au rattrapage pour le semestre 1, parce que effectivement, le semestre 1 et le semestre 2 ne se compensent pas. Donc finalement, c'est quand même connu comme un semestre assez compliqué par rapport au S2 en général. Et en même temps, je vous ai parlé du décalage entre le lycée et la fac. Effectivement, la masse de connaissances qu'on nous demande de maîtriser au lycée est assez différente de la masse de connaissances à la fac. Effectivement, il y a aussi la question de l'autonomie en fait. Ce qu'on nous exige en termes d'autonomie de travail, c'est pas du tout la même chose au lycée et en première année de fac. Et bien là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un deuxième décalage entre ce qu'on nous demandait en troisième année de licence et ce qu'on nous demande en première année de master. J'ai déjà expliqué le fait que Lyon 2 a choisi de ne pas mettre d'année de césure entre les deux masters et ça entraîne une contraction du programme dans un délai assez court. C'est ce qui fait qu'on a du mal tout simplement à valider ce semestre. C'est pas vraiment la complexité de la chose et le master n'est pas très difficile en soi si on a bien évidemment toutes les bases en licence. Le vrai problème, c'est au niveau du timing. On n'a pas assez de temps pour apprendre tout ce qu'ils aimeraient nous faire apprendre. On doit faire le stage donc à partir du mois d'avril, mais on a quand même besoin de toutes les connaissances pour pas être incompétent lors du stage. Bref, en sortant de l'examen, en réalité, j'étais pas si confiant que ça. En fait, juste pour rappel, au niveau du semestre, il y a 2 semi-semestres. Premier semi-semestre, de septembre à mi-octobre, ensuite on a eu les examens, donc 6 semaines, et ensuite encore 7 semaines, et on a eu des examens fin décembre, début janvier. Et donc en réalité, mon premier retour d'expérience c'était après les 6 semaines, donc après les examens, et en réalité j'étais pas si serein que ça. Il y avait certaines matières, notamment économétrie, où je savais vraiment pas si j'avais bien fait ou pas. Alors au départ, je pensais avoir bien fait et avoir assuré la moyenne. Ensuite, j'ai commencé à voir les cours du S2 et j'ai commencé à me dire, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi et j'étais prêt à ne pas avoir la moyenne. Et finalement, les matières du deuxième mini-semestre, pour moi, paraissaient beaucoup plus faciles et accessibles, notamment parce que j'aime bien l'économie. L'analyse financière approfondie, on en a beaucoup fait, donc je pensais que c'était un peu acquis. Et finalement, ma perception des choses, elle a entraîné, on va dire, une certaine quantité de travail selon mes affinités avec les différentes matières. Sauf que, une fois que j'ai reçu mon bulletin, j'ai été surpris. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire, mais j'ai toujours été quelqu'un qui était très, on va dire, passionné du calcul de moyenne, c'est-à-dire que je calculais ma moyenne avec les différentes pondérations depuis le lycée, licence 1, licence 2, licence 3, je l'ai toujours fait. Donc en réalité, j'estime ma moyenne en fonction d'un intervalle, d'une fourchette haute, d'une fourchette basse. Bref, rien de très compliqué, mais ce qui fait que j'essaie de prévoir ma moyenne générale, même sans avoir aucun résultat, mais juste au ressenti en sortant des matières. C'est ce qui est bien quand même, on va dire, par rapport au master en lui-même, parce qu'il y a quand même pas mal de chiffres. On sait lorsqu'on a réussi plus ou moins une matière, et on sait lorsqu'on n'a pas réussi. Bref, ma moyenne, c'est quand même retrouvé, on va dire, dans
la fourchette basse. Je m'y attendais, mais j'étais pas déçu. Et finalement, pour arrêter de faire durer le suspense, j'ai eu 13,5 de moyenne au premier semestre. Et aussi, même si Lyon 2 n'a pas l'habitude, et là je m'adresse aux étudiants de Lyon 2 qui sont en licence, effectivement, il n'y a pas de classement à la fin du semestre 2, en tout cas pas de classement officiel qu'on publie à tout le monde. Cependant, moi, je suis allé voir le professeur principal, j'ai demandé mon rang, tout simplement parce que je m'entendais bien avec lui et je m'étais dit que je voulais avoir un classement. Donc il m'a donné mon classement, je suis 13e sur 100. En réalité, ça m'a vraiment boosté en termes de... Enfin, c'est la première fois que j'ai un rang par rapport au lycée et du coup, en réalité, ça m'a vraiment boosté au niveau du travail que j'ai fourni après avoir eu mon rang. Donc 13,5 de moyenne pour être 13e. Je sais que ceux qui ont 12 de moyenne sont à peu près 25e. On a le major de promo à 15 de moyenne, un vrai crack. Et ensuite, on a 14,8, un peu moins de 14. Et voilà, je pense qu'avec 13,8 de moyenne, on se retrouve facilement dans les 10 premiers en fait. Mais si on essaie de rentrer un peu dans les détails des notes, finalement je vous avais dit que j'avais un certain ressenti par rapport aux matières de la première partie du semestre 1, où je pensais avoir plus raté, et un peu plus réussi, on va dire, les matières de la deuxième partie du semestre. Et finalement, ça a été complètement l'inverse. J'ai eu mes meilleures notes dans les examens du premier semestre, notamment économétrie, où j'ai eu 15, je m'y attendais vraiment pas. Mathématiques financières, où j'ai eu 17,5, je savais que j'avais pas mal assuré, mais pas 17,5, c'était quand même une vraie surprise. Et finalement, ces matières qui avaient l'air faciles pour moi, entre guillemets, enfin j'ai eu des notes vraiment moyennes, on va dire, qui a quand même fait baisser ma moyenne générale, vu que j'ai eu 10 en économie, 10 en analyse financière approfondie, 10 en Theory of Finance, là où j'avais énormément révisé aussi. Et finalement, si on regarde mon bulletin, moi qui ai décidé de me spécialiser en finance d'entreprise, en recherche, j'ai 12 de moyenne et c'est la pire moyenne par rapport au UE, je veux dire. Et ça, c'est étonnant quand même. Et en réalité, une fois que j'ai creusé, je pense ça, il faut le faire. On a le résultat des notes, mais il faut essayer de revenir un peu en arrière et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on a mal fait. Et effectivement, après introspection, je me suis rendu compte que j'avais tellement sous-estimé certaines matières-là. J'ai pas assez travaillé, tout simplement. Et aussi le fait qu'après les 6 semaines ultra intenses, on ait une semaine de vacances. Et là, je me suis complètement reposé sur mes lauriers. J'ai pas continué à travailler, j'ai pas maintenu le rythme. Et ça a été très compliqué de reprendre à partir de ce niveau-là parce que j'avais du retard dans la majorité des matières et c'est ultra mauvais. J'ai pas eu le temps de finir tous les exercices pour toutes les matières et ça, je l'ai bien regretté. Je savais en tout cas en arrivant aux examens que j'aurais pu être mieux préparé. Mais je pensais quand même qu'on va dire l'acquis de connaissances que j'ai pu avoir en licence par rapport à l'économie et en analyse phi par exemple, je pensais que ça allait m'aider et que ça allait passer. Et finalement, pas du tout. Il y a autre chose que j'aimerais dire par rapport aux résultats, aux notes. J'avais fait une partie sur justement comment tout donner à l'examen. C'est-à-dire comment donner le fameux signal au professeur pour qu'il sache que tu as travaillé, que tu as compris, mettre le maximum de détails. On rappelle tout de même que sur une copie d'examen, on ne peut pas mettre le nombre d'heures qu'on a passé pour réviser cette matière. Cette copie nous représente et c'est pour ça que moi, personnellement, je sais que certains de mes amis ne sont pas d'accord, mais j'essaie d'écrire le maximum de choses tant que c'est pas hors sujet pour vraiment convaincre le prof de ne pas me donner une mauvaise note. Donc en réalité, j'ai deux exemples qui sont très parlants par rapport à ça. Le premier, c'est tout simplement ma note de gestion des risques. Effectivement, cette matière, ça m'intéressait énormément la finance de marché avant même de rentrer dans le master MBFA. Donc j'avais fait des recherches en particulier, je comprenais à peu près, j'avais, on va dire, plus d'acquis que les autres en commençant le cours. Cependant, en réalité, j'ai pas vraiment travaillé tous les exercices, je les ai pas tous refaits 3 fois. Bref, j'ai manqué de travail par rapport à cette matière, ça c'est clair. Et lorsque l'examen est arrivé, j'ai tout simplement commencé à écrire, essayer de faire rapidement les exercices. Et on a eu un examen d'1h30 et j'ai fini avec 12 pages que j'ai rendues au professeur. Vous allez me dire, oui, c'est beaucoup. Effectivement, bon, faut savoir que j'écris assez gros, que je saute quelques lignes parce que j'écris vite et j'écris pas super bien. J'essaie quand même d'être lisible, mais je fais exprès de aller à la ligne pour vraiment mettre en valeur le résultat, pour rendre ça quand même assez lisible pour les professeurs. Mais quand même, c'est vrai que j'écris vite, et ça c'est depuis le lycée. J'ai toujours voulu écrire vite,
mais à un moment donné, le problème c'était ce qu'il fallait dans ma tête pour pouvoir écrire vite. En tout cas, à l'examen, j'essaie vraiment de convaincre le professeur que j'ai compris la majorité de ce qu'il racontait et justement, j'essaie un peu de montrer que j'ai appris le cours, que j'étais présent et que je sais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, parce que si on a un exercice et qu'on n'a que des chiffres, on n'a aucun moyen de prouver qu'on était présent et assidu durant tous les cours. Donc c'est ce que j'essaie de faire en donnant tout simplement un maximum d'explications. Et finalement, il se trouve que sur un exercice sur 5 points, lors de cet examen de gestion des risques, j'ai commencé à rédiger, j'ai fait 1 page et demie pour expliquer les différentes procédures. Je pense que c'était un swap à faire pour se couvrir justement. Et en fait, il me restait très peu de temps. C'était vraiment, j'ai choisi de faire cet exercice à la fin. Il me restait, je pense, 20 minutes. J'ai commencé à rédiger et à un moment donné, il me restait 3 minutes et je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche dans l'exercice, en tout cas dans ma manière de le résoudre. Et je me suis dit, attends, il y a un truc qui cloche, c'est exactement le contraire. Donc qu'est-ce que je fais? Je barre les 1 page et demie et j'écris une phrase en disant excusez-moi madame, je n'ai plus le temps. C'est exactement le contraire. Et finalement j'ai eu 16,5, ça m'a intrigué, je me suis dit je suis sûr d'avoir foiré quelque chose quand même. J'ai pas pu réussir cet exercice à 5 points. Je veux dire, j'ai eu tout faux quoi. J'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait. Et finalement j'arrive pour vérifier mes copies et je vérifie ma copie de gestion des risques et je remarque que la professeure m'a donné 4 points sur 5 en écrivant méthode à côté. Donc effectivement, je n'ai pas réussi à donner les applications numériques qu'il fallait, qui étaient dans la correction. Elle ne pouvait pas me donner tous les points. Cependant, j'ai prouvé à travers les 1 page et demie que j'avais compris le mécanisme. Et à la fin, j'ai prouvé que je savais que c'était faux et qu'il fallait faire l'inverse, mais par un manque de temps, je n'ai pas réussi à résoudre. Donc finalement, je trouve qu'elle notait quand même bien. Du coup, il y a des professeurs, on va le voir dans l'exemple d'après, qui ne noteraient pas aussi bien. Là, j'étais content du coup par rapport à cette matière. Et donc, ça prouve que finalement, le professeur, lorsque tu fais quelque chose de faux, mais que tu prends pas la peine de l'écrire ou d'écrire toutes les justifications, le professeur ne peut pas te juger sur ce que tu as pu fournir en termes de travail. Et finalement, je sais que si j'avais pas donné toutes ces explications et que j'aurais juste dit bon, c'était l'inverse de quoi si j'avais pas donné l'explication. Bref, en tout cas, elle m'aurait pas donné ces points-là si j'avais pas fait l'effort de bien rédiger et de montrer ce que j'avais compris en réalité. Bon, j'ai tout de même un contre-exemple parce que ça marche pas à tous les coups et il suffit pas de blablater pour justifier le fait qu'on n'a pas réussi l'examen en réalité. C'est ce qui s'est passé en économie. Je vous avais dit, je m'étais pas forcément ultra bien préparé non plus par rapport à ce que j'aurais pu faire. C'est vraiment, à un moment donné, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire en termes de niveau. En économétrie, par exemple, je sais que j'ai presque donné mon maximum. C'était mon meilleur niveau et je sais qu'il est insuffisant, que le professeur était ultra sympa, mais que mon niveau en économétrie ne dépasse pas 5 sur 20. Bref, à ce cours d'économie-là, je savais que je ne m'étais pas super bien préparé, mais j'ai beaucoup rédigé encore une fois. J'ai dû faire 10 pages et vraiment pour essayer d'expliquer en détail. Et il y avait un gros calcul à faire en réalité, un calcul d'équilibre, parce que c'était un cours de politique économique. Finalement, je savais pas faire le calcul. J'avais pas assez bien révisé et j'avais juste entendu vaguement mes camarades en parler avant l'examen. J'ai essayé de retenir dans ma tête ce qu'il fallait faire. C'est tombé, donc je commence à rédiger. Je sais pas, je fais 1 page et demie sur la question. Je suis assez satisfait par rapport au cours, par rapport à l'exercice. Je me suis dit, ok, ça va passer. J'ai pas les chiffres exacts. J'ai manqué certaines procédures, mais je pense quand même avoir pas mal assuré. Je m'attendais à une note comme 13, 14 par rapport à cette matière-là. Il se trouve que j'ai tout simplement eu 10. Et ça prouve que ça marche pas avec tous les professeurs. Qu'en réalité, je pense que ce professeur-là a noté juste le niveau 10. Certes, il est un peu sec, mais bon, je m'en contente parce que effectivement, j'avais pas maîtrisé complètement les différentes procédures pour réussir à retrouver l'équilibre. Donc en fait, je nuance quand même mes propos. Ça peut marcher avec certains professeurs, mais je pense que 10 c'est pas mal lorsque tu ne maîtrises pas l'exercice et que j'aurais eu beaucoup moins si j'avais rien fait en fait. En réalité, en arrivant à l'examen, j'étais pas prêt pour cet exercice. Peut-être que certaines personnes n'auraient rien mis et ils auraient eu tout simplement moins que 10 finalement. Si moi j'ai eu 10, c'est parce que j'ai fait l'effort de dire ce que je savais. Et donc le professeur savait ce que je ne savais pas. Donc il m'a noté en conséquence. Bref, mon conseil c'est tout simplement de se donner au maximum, de faire en sorte d'être le plus clair possible et de prouver au professeur qu'on a compris quelque chose. C'est encore une fois du signal. On envoie du signal, on en met un maximum. Certes, certaines personnes et mes amis diront également que ça marche pas, qu'on essaie pas de baratiner le prof et qu'il suffit de donner le résultat, autant d'explications ne suffisent pas. C'est mon point de vue. Je vous partage mon point de vue, ce qui a marché pour moi jusqu'à maintenant. Certes, ça peut marcher pour les autres. C'est à vous de faire votre choix à un moment donné.
Maintenant, s'il faut réagir par rapport à ce semestre-là, je vais dire que je suis bien content quand même de mon éthique de travail, en tout cas en termes de quantité, puisque j'avais justement ces 2 jobs à côté. Au niveau du premier semestre et de mes notes de la première partie du semestre, je suis vraiment content. Je suis même très agréablement surpris. Comme quoi, effectivement, quand même, ces méthodes de travail et tout ce qu'on a fait durant la licence, ça sert pas à rien et ça se concrétise effectivement. Parce que si on part de mauvaises bases en licence, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Avec beaucoup moins de temps pour apprendre, c'est la catastrophe. Par contre, je trouve vraiment que je suis déçu de moi au niveau de la deuxième partie du premier semestre parce que j'ai pas du tout assez travaillé, en tout cas pas comme je voulais. Je suis rentré dans un mauvais cercle en fait, dans une mauvaise période où je faisais quasi rien, j'en avais marre d'étudier. Et ça j'insiste vraiment dessus parce que j'ai l'impression que certaines personnes pensent que je suis le type de gars qui va toujours bien, qui est toujours aussi motivé, toujours aussi ambitieux, qui travaille toujours autant. Non. Même jusqu'à maintenant, même si je suis entre guillemets youtubeur dans le domaine de l'éducation, je continue d'avoir des difficultés dans mon quotidien à me motiver. Et c'est justement le fait de se dire que les autres souffrent aussi. Les autres ont du mal. C'est pas facile pour tout le monde. Peut-être il y a certaines exceptions, mais pour la majorité des personnes, ça reste difficile de manquer de sommeil, de pas faire ce qu'on veut, de renoncer à ses passions, d'avoir mal à la tête à force de trop travailler, d'en avoir marre de tout ça, de se poser des questions tout le temps. Ça m'arrive régulièrement et pourtant il faut surpasser ça pour essayer de se motiver. Et donc finalement, je pense que mes mauvaises notes, je les assume complètement. Ça, je pense que c'est ultra important d'arrêter de se trouver des excuses. Pour moi, ça nous fait pas avancer de se dire que c'est la faute des autres. Certes, dans la réalité, c'est peut-être la faute du professeur qui finalement a donné un sujet trop difficile. Ça peut être la faute de l'administration qui a mal organisé les choses, de la fac en elle-même, de son organisation. J'étais très longtemps convaincu que justement les différentes limites du système éducatif ne méritaient pas tout le travail que nous on devait fournir. Et en fait, c'est complètement faux. Il faut récupérer un maximum de valeur par rapport à la fac. Et même si on est conscient de toutes ces limites, c'est pas pour autant que nous, on va pas faire notre maximum pour essayer de réussir. Donc pour moi, j'assume complètement le travail que je n'ai pas pu fournir et je suis déçu de moi-même. À un moment donné, si je donne mon maximum, c'est par exemple le cas lorsque j'étais au Canada, j'ai vraiment donné mon maximum. On va dire que ça s'est concrétisé plus ou moins par rapport à ma note là-bas, qui normalement, comme c'était 90 sur 100, ça équivaut à un 18 en France. Mais ils m'ont juste rétrogradé à 15,75. Et là, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que j'ai donné mon maximum. J'ai eu des notes, mais là, c'est au niveau vraiment de la comparaison entre les notes françaises et les notes canadiennes. Là, je n'y peux rien. C'est pas mon problème. Moi, j'ai donné mon maximum. Mais lorsque le problème vient de moi, lorsque j'ai pas fait le travail qu'il fallait, lorsque je le sais au fond de moi, en fait, que j'ai pas assez revu les exos, là, c'est mon tort à moi. Et la prochaine fois, je fais en sorte de pas refaire les mêmes erreurs. Bref, justement, ça fait une très bonne transition parce que je vous ai dit qu'une fois qu'on m'a donné ma moyenne et surtout mon classement, moi, ça m'a motivé. Je me suis dit, en réalité, il y a un monde où j'arrive à rentrer dans le top 10, en fait. Il y a un monde même où je peux rentrer dans le top 5. Mais il faut que je travaille. Et donc, juste après cette période-là, j'ai eu 2 semaines où j'ai travaillé comme un malade. J'ai vraiment charbonné et j'espère que ça va se concrétiser. J'ai passé mes examens, donc du 2e semestre. Il y avait 3 cours qui étaient particulièrement difficiles, au moins au niveau du cours. L'examen, c'est autre chose. C'était économétrie des variables qualitatives, un cours qu'on a eu en anglais. C'est dur, l'économétrie, c'est tout ce que je peux dire. Il faut vraiment faire des recherches à côté, être intéressé par la matière, c'est ultra intéressant. J'ai jamais rien vu d'aussi intéressant, qui rassemble à la fois mathématiques et interprétation dans le monde réel. Mais ça reste compliqué, c'est ultra vaste et c'est un domaine à part entière. On a eu aussi Pricing Product, où on parle de valorisation, par exemple ceux qui connaissent par rapport à la valorisation des options européennes et américaines par le modèle Black-Scholes, des choses comme ça qui théoriquement étaient quand même difficiles à lire. Il y avait des chiffres de partout, on a très vite mal à la tête. Bref, c'était compliqué au niveau du cours. On a aussi eu le cours d'économie. Bon, ça dépend du niveau des personnes. Moi, j'avoue que c'était difficile pour moi. Il fallait du temps, en fait, pour rentrer dedans, pour tout comprendre. Il y a des notations, il fallait maîtriser les différentes relations. Ça part un peu dans tous les sens et je suis sûr que la majorité des personnes dans ma promotion seraient d'accord avec moi pour dire que ce cours était quand même assez difficile au niveau du cours. Au niveau des exercices, un peu moins forcément parce que c'est un schéma à apprendre. Il n'y avait pas tellement d'exercices.
c'était un truc à comprendre et à bien faire, à connaître les différentes spécificités. Mais au niveau des cours, il y avait des choses vraiment complexes. Mais sinon, de manière générale, tout le monde sait que le semestre 2, il y a forcément un peu moins d'enjeux. Il est un peu plus accessible et généralement, statistiquement, on a quand même de meilleures notes là. Donc moi, je me suis donné à fond. Je ne suis pas déçu. La dernière semaine, c'était dur parce que du coup, j'enchaînais presque un mois de révision. C'est dur, un mois de révision. En fait, un mois de révision, ça veut dire que le week-end, j'ai pas de week-end, tout simplement, que je travaille à fond. En arrivant chez moi, je continue de bosser, je me réveille tôt le matin. C'est dur physiquement, psychologiquement et intellectuellement. Donc j'ai eu un peu de mal vers la fin, mais finalement, je suis assez content de ce que je vais pu fournir. Et en plus, je vous ai dit que j'ai utilisé ChatGPT, qui pour moi va vraiment me faire gagner au moins 0,5 points sur ma moyenne, ce qui est pour moi énorme. Donc j'attends les résultats avec impatience. Il faut savoir aussi que nos résultats dépendent du stage, parce que je suis actuellement en stage, notamment à la Banque de France en tant qu'analyste financier entreprise. Mais ça, je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée pour vous parler des différentes étapes, où j'ai candidaté, quels entretiens ce que j'ai pu faire et comment en fait ça se passe maintenant. En tout cas, pour la suite du M2, il faut savoir qu'on a eu un entretien vraiment juste avant les stages aussi. En fait, on avait le choix, on a 5 masters et il fallait en choisir 2 et ensuite envoyer un petit dossier. C'est pas vraiment le plus difficile, c'est pas aussi difficile que de candidater dans une autre université, mais il y a quand même une petite sélection, on va dire. Il faut réussir à défendre son projet professionnel. Effectivement, on va passer en M2. Si on sait toujours pas ce qu'on veut faire, c'est assez compliqué. Et donc l'entretien portait sur ça. Moi, j'ai donné mon avis. Et pour ceux à qui ça peut intéresser, en fait, il y a une grosse mise à jour par rapport à ce que je veux faire maintenant. En réalité, je me suis rendu compte que la finance de marché, ça m'intéressait énormément, notamment le trading. Et j'ai commencé à en faire d'ailleurs. Ça se passe relativement bien. Mais je me suis rendu compte que déjà, c'était très compliqué de rentrer finalement dans un fonds d'investissement, tout simplement, dans le front office. Pour réussir à faire ça un jour, ça demande pas mal de sacrifices. Certes, c'est ultra formateur, mais je me suis demandé si plus tard, je voulais le faire. Et je me suis rendu compte que non, pas forcément. Finalement, je vais me contenter, entre guillemets, d'être trader particulier dans mon coin. Je vais pas forcément essayer de viser une carrière là-dedans. De toute manière, mon objectif final, c'est d'être entrepreneur. Donc, je pense pas que le sacrifice en vaut la peine. J'ai décidé de m'orienter dans le master EF, Economy and Finance, qui est un master recherche donc. Et je suis, si je me trompe pas, l'un des seuls à vouloir faire de la recherche, en tout cas en finance d'entreprise. J'en ai un qui veut faire de la recherche en économie. Mais donc voilà, sur 100, il n'y en a que 2 potentiellement. J'en ai déjà parlé à mes professeurs et mon objectif, ce serait d'être enseignant-chercheur. Oui, je suis intéressé par l'enseignement et moi, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a vraiment un coût d'opportunité en termes de salaire qu'ils nous proposent, qui tourne aux alentours de 2500-3000 en sortie, alors que enseignant c'est un peu plus compliqué. Mais ça a toujours été un objectif pour moi, de finir mes études jusqu'au doctorat. Donc c'est à peu près dans ça que je m'oriente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais vraiment essayer de reprendre des vidéos parce que j'ai pas mal de choses intéressantes à vous partager. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.